J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Flashback loves Coppola. I'm asking you, just do what you think is right in your heart. À l'occasion du Festival Lumière 2019, What is this? Another glorious battle for the kingdom? Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis et Rafik Djoumi rendent hommage à Francis Ford Coppola. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Sur We Love Cinéma. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Loves Coppola de We Love Cinéma, à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Mon nom est Stéphane Moïsakis et je suis entouré de mes collègues et amis Rafik Djoumi et Julien Dupuis. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Stéphane. Dans cette seconde partie de notre podcast consacré au réalisateur Francis Ford Coppola, nous allons revenir tous ensemble sur Le Parrain, le projet qui va le consacrer comme l'un des hommes les plus influents d'Hollywood au début des années 70. Adaptation épique du roman de Mario Puzo, Le Parrain a fait la gloire et la fortune de Francis Ford Coppola, mais on peut dire que la mise en place du projet n'a pas du tout été de tout repos, n'est-ce pas Julien ? La mise en place, la conception et j'ai même envie de dire le début de la sortie en fait du film, tout a été. Enfin, je pense que c'est à partir du Parrain, Coppola il va se faire un peu une spécialité de ses projets dantesques. Qui vont se concevoir en fait dans la douleur, mais il va tirer aussi une force en fait de cette douleur et des souffrances qu'il ressent pendant la conception des films. Ce qu'il faut savoir sur Le Parrain déjà, c'est que c'est un film qui passe complètement en dessous du radar initialement. C'est-à-dire que les films de gangsters n'ont plus du tout la cote à Hollywood. Il y a eu un film peu avant qui était sorti qui s'appelle Les Frères Siciliens avec Kirk Douglas qui avait pas du tout fonctionné. Tout ce qui était film de gangsters des années 30, les Scarface, L'Enfer est à lui, tous ces films-là, bon, c'est quand même de l'histoire ancienne, c'est circonscrit à une époque bien particulière en fait d'Hollywood. Donc la mafia et le crime organisé n'intéressent plus vraiment en fait l'industrie du cinéma à cette époque-là. Le truc, c'est que la Paramount à l'époque, comme Hollywood, les grosses médias hollywoodiennes en général est quand même dans une très mauvaise passe. Et puis, ils essaient de chercher quand même des projets qui peuvent être potentiellement monnayables et qui peuvent rapporter de l'argent. Et il se trouve qu'il y a un roman qui est écrit par Mario Puzo qui commence un peu à faire parler de lui, mais c'est pas encore vraiment un best-seller en fait quand il l'achète. Je crois que même quand il l'achète, le roman n'est pas encore édité, n'est pas tout de suite sorti. Et donc il décide d'en tirer un film, mais plus un film qui est destiné encore une fois à être plutôt un petit budget en fait. Paramount pense même et ce sera un des premiers grands combats en fait de Coppola en fait sur ce film, transposer l'action dans le monde contemporain dans les années 70, tout simplement pour réduire le budget, pour ne pas avoir à louer les voitures, pour que la reconstitution historique ne grève pas en fait le budget du film. C'est un projet la seule vraie bonne idée, c'est un projet qui est chapeauté par Robert Evans, qui est un jeune producteur en fait qui est censé qui a embauché à la Paramount pour censé dynamiser un petit peu cette vieille structure vieillissante et un peu molle l'idée en fait de génie en fait de Robert Evans, c'est d'essayer de confier en fait la réalisation et la conception du film à un Italo-américain, là où traditionnellement sont plutôt des gens qui sont pas italo-américains, souvent des juifs en fait qui conçoivent les films de gangsters à Hollywood. Et c'est un problème pour Coppola parce que je crois que justement comme c'est une commande, il voulait pas vraiment le faire à cause justement de ses origines. Alors lui c'est pas tant ça en fait, c'est que de toute façon il aime pas trop le roman en fait de Mario Puzo, puis il a déjà une autre idée en fait de lui-même et de ce qu'il peut faire en fait. Je pense qu'à cette époque-là, Coppola il se rêve, ses modèles ça reste quand même la nouvelle vague, enfin des gens du cinéma indépendant, des vrais artistes en fait qui préfèrent faire leur truc dans leur coin et qui n'acceptent pas en fait les commandes d'autrui. Et il est à l'époque dans une très mauvaise posture en fait, l'ami Coppola, puisque déjà puisqu'il doit $300,000 à la Warner en vertu du deal de Zoetrope, et ça on en parle dans un autre podcast. Zoetrope étant sa société de production, voilà. Et c'est sur le banc de montage du film THX 1138 qu'en fait il dit à George Lucas, il lui dit à quel point il est ennuyé par rapport à cette proposition de la Paramount, parce que les gars sont très très insistants et lui il a pas envie de le faire, et c'est Lucas qui lui dit: Francis, je crois que tu n'as tout simplement pas le choix. Donc on sent qu'il y va, enfin il aurait presque pu lui dire: c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, quelque part. C'est la phrase célèbre dans le film, oui.
Mais le but, c'est vraiment, en fait, non pas de s'affirmer à Hollywood, non pas de s'affirmer sur la scène du cinéma. Ça, finalement, il n'en a pas vraiment besoin à cette époque-là, si ce n'est donc financièrement. C'est vraiment d'asseoir en fait The Trop, d'éviter en fait que sa société de production, qui est censée être une bulle comme ça, qui est d'ailleurs située à San Francisco, pas à Los Angeles, donc loin en fait de là où Hollywood se passe en fait et se déroule, survive parce que donc il y a eu des dépassements budgétaires, notamment sur THX 1138. Donc il va accepter par la petite porte. Et ce qui est formidable en fait dans Le Parrain, c'est qu'en fait il va redonner du sens en fait à ce projet-là. C'est-à-dire qu'il va voir par où il peut se réapproprier en fait le roman de Puzo et aussi ce genre. Le genre, c'est évidemment de lui insuffler tout ce que lui il connaît en fait vraiment des familles italo-américaines. Par exemple, il s'inscrit comme ça des règles qu'il doit absolument respecter. Une des règles, c'est qu'il ne veut absolument pas que les personnages parlent avec l'accent italo-américain cliché qu'on pouvait entendre partout et puis qui avait été appris après par les Trois Stooges, enfin par tous ces trucs humoristiques. Ça, c'est une de ces règles fondamentales. Il faut que je parle italien avec Michael. Amazing. Lasciamo perdere che tutti sti cazzati. Ma vuoi giocare? Che? Come si dice? Ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père. Et puis c'est vraiment un film, c'est des choses qu'on voyait, qu'on pouvait percevoir un peu dans Les Gens de la Pluie, dans ses précédents films, mais probablement plus dans Les Gens de la Pluie. Mais c'est un film de groupe, c'est un film choral aussi. C'est-à-dire que il y a une figure tutélaire qui est celle du parrain, mais autour gravite en fait toute une galaxie en fait de personnages comme ça, avec des scènes de foule. Et ça, c'est un des talents principaux, je trouve, de Coppola. Enfin, c'est une force et une puissance énorme. Il arrive à faire comme ça des scènes de famille qui sont extrêmement vivantes, où on a l'impression que ces personnages se croisent, parlent et que tout ça existe en fait devant nos yeux, puis que nous-mêmes, en tant que spectateurs, nous sommes des invités en fait de tout ce qui va se passer. Le truc aussi qui est intéressant dans le Parrain, c'est que c'est un film qui va réussir à lier, comme je pense tous les très grands films en fait, quelque chose de vraiment intimiste avec quelque chose d'extrêmement universel. C'est-à-dire que Le Parrain, tu peux le lire sur tous les niveaux, à un niveau politique, et ça Coppola il l'a dit, c'est un film sur le capitalisme. C'est comment l'Amérique en général et le capitalisme en particulier peut pervertir l'humain en fait, et comment ce système-là conduit fatalement à la destruction, au meurtre et à toutes les choses horribles en fait qui vont être dépeintes dans la saga du Parrain. D'un point de vue très intimiste, il parle de la famille. Lui-même, c'est en train de devenir un patriarche à son tour. Coppola, il va même prendre, moi je trouve, l'ascendant sur son père, Carmine, Coppola, qui était un compositeur qui n'a jamais vraiment réussi à percer auparavant. Et Coppola va aider en fait son père, à travers tous ses films, à essayer de percer, de retrouver la place de compositeur qu'il n'a jamais obtenue. Il le fera également sur Le Parrain. C'est Nino Rota évidemment qui signe la musique du Parrain, mais son père, Carmine Coppola, est là par petites touches en fait pour signer des morceaux qui sont utilisés principalement de façon intradiégétique en fait à l'intérieur du film. Et donc ça c'est pour le côté très intimiste. Et puis d'un côté beaucoup plus macro, c'est une histoire sur le mal, il y a un côté d'ailleurs, je trouve très shakespearien. Francis Ford Coppola est un grand fan de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, tu penses forcément à William Shakespeare, et il y a quelque chose d'extrêmement shakespearien dans Le Parrain, beaucoup plus d'ailleurs, je trouve, que dans tous les autres films de Coppola, et en particulier sur le traitement de la violence, qui est à la fois très brutal, extrêmement graphique, mais du coup un peu théâtral. C'est-à-dire que le truc de Coppola sur la violence dans Le Parrain, c'est de toujours dépeindre la violence, mais en l'agrémentant d'une petite trouvaille, d'une petite idée qui fait que déjà tu vas t'en souvenir, et puis elle est un peu décalée de la réalité. C'est pas simplement on te tire dedans puis tu t'écroules. Non, il va falloir que ce soit quelque chose d'exacerbé. Coppola citait aussi d'ailleurs Arthur Penn et puis William Peckinpah comme influence majeure dans les scènes de la... Ou un détail effectivement incongru, quoi. Tu te fais tirer dessus en achetant des oranges, et les oranges roulent sur la rue, etc. Séquence d'ailleurs donc de tentative d'assassinat du personnage de Marlon Brando qui a été tournée en
en extérieur, mais sous le regard de vrais mafieux en fait qui passaient leur temps à critiquer les choix de Coppola, quoi, en lui disant ouais, mais ton parrain, on dirait un vendeur de glace, il a rien à faire là, les comment ça s'appelle, les types qui lui tirent dessus ne tiennent pas leur flingue comme il faut, etc. Bon, c'était assez compliqué. Mais d'ailleurs le film est émaillé en plus, c'est ça aussi je pense que la force du parrain vient de là, émaillé de petites touches très très personnelles, les cannolis par exemple, oui. Ça c'est un truc dont Coppola se souvenait, qui vient de son enfance, et même si la réplique en fait prend les cannolis, laisse le flingue et prend les cannolis, en fait même si cette réplique est devenue culte ultérieurement, elle a été improvisée sur le tournage, mais l'idée, le détail même des cannolis vient quand même malgré tout de Coppola. Il faut quand même revenir sur la conception du film, parce que j'ai un peu parlé sur le lancement et sur le fait que le film ait été un peu conçu sous le radar, et le casting aussi, et sur le casting, ouais. Parce que tout a été fait contre le studio, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait dès la pré-production, effectivement, tu en parlais, Stéphane, mais dès la production, dès la pré-production, dès l'étape du casting, ça a été la guerre ouverte avec le studio, notamment sur deux acteurs en l'occurrence, hein, c'est-à-dire Al Pacino qui faisait vraiment ses débuts quasiment à l'écran, et sur Marlon Brando qui était une star totalement vieillissante et un has-been aux yeux des studios, et qu'il a dû caster comme tu disais sous le radar, sans dire que c'était lui, voilà. Sans dire que c'était lui. Donc vas-y, raconte-nous. Alors oui, sur Brando, c'est vrai que c'était plus vraiment un acteur qui rapportait, enfin qui remplissait les salles à l'époque. Et puis le truc, c'est que Marlon Brando était déjà quelqu'un à problème, en fait. On savait que il venait un peu quand ça chantait, qu'il pouvait y avoir des dépassements. Enfin, c'était très difficile de tenir un planning de tournage quand on devait gérer quelqu'un comme Marlon Brando. Déjà à l'époque, c'était un gros souci. Donc Marlon Brando a pas été très bien payé en fait sur le film, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en plus, il a signé des décharges qui lui ont imposé en fait de tenir lui-même le planning de tournage. C'est-à-dire qu'il pouvait pas, il y avait pas de place du tout pour les caprices de stars sur le tournage. Et ce qu'a fait Brando, ils ont tourné beaucoup de tests en fait sur le parrain pour les acteurs et pour les comédiens. Et ce qu'a fait Brando, et qui est brillant, enfin voilà, c'est qu'il a, le test est visible sur les différents suppléments qui sont sortis sur les DVD, sur les Blu-ray. Et puis je vous invite à aller voir, parce que ça c'est quand même assez fascinant. C'est à la fois grotesque et en même temps complètement fascinant. Enfin c'est du pur Marlon Brando, je trouve. C'est que il a fait un test où il se transforme lui-même en Don Corleone devant la caméra. C'est un peu un truc à la Dr Jekyll, Mr Hyde, sauf que là ce serait Dr Brando et Mr Corleone. Et en fait, il fait ce truc où il se lisse les cheveux en arrière. Il commence, et pour lui, c'était un bulldog en fait, ce personnage. Donc il commence à se mettre de la mie de pain. De la mie de pain. Là, c'était du fromage, je crois même sur le. C'était des bouts de coton. Mais après, sur le tournage, c'était des bouts de coton, et après, c'est devenu un dentier spécial. C'est un grand maquilleur d'effets spéciaux, Dick Smith, qui avait fait le vieillissement de Marlon Brando sur le tournage, et tous les effets spéciaux d'ailleurs, qui avait déjà travaillé sur l'Exorciste. Enfin, ceci est une autre histoire, mais voilà. Donc et Brando a été casté, voilà, et a fini quand même par convaincre les producteurs de la Paramount. Et Pacino, alors là, ça a été encore pire que tout. Il faut savoir que le personnage de Pacino dans le roman est plus décrit comme un grand blond un peu musculé, donc c'est pas franchement Al Pacino, quoi. Évidemment, Coppola, toujours dans cette volonté d'être plutôt respectueux en fait des racines italo-américaines de ce récit, veut un acteur italien. Donc il y a beaucoup de comédiens en fait qui testent le rôle de Michael Corleone, y compris d'ailleurs des acteurs qui jouent dans le film. James Caan, il teste pour ce rôle-là. Et là, il fait le forcing en fait, vraiment, Coppola. Et il fait le forcing, y compris quand les prises de vue débutent, et contre l'avis du studio. Et là, ça se passe pas bien du tout. C'est-à-dire que le studio, ils reçoivent les rushs. Alors déjà, ils aiment pas du tout la mise en scène de Coppola. Ils trouvent que la caméra est beaucoup trop statique. Et la lumière est trop sombre. Voilà, et trouve que la photo de Gordon Willis est beaucoup trop sombre. Ils aiment pas non plus le côté un peu cuivré, magnifique en fait, qu'il a donné la patine en fait, qui va imposer mine de rien en fait un look. Qui est en fait une tentative de réinventer la façon de filmer du théâtre au cinéma. C'est-à-dire que quand on pense théâtre filmé, on pense en général une production fauchée où il y a aucun effort de réalisation. Là, au contraire, c'est comment magnifier la mise en scène théâtrale dans un film. Et ça, à ce niveau-là, le boulot qu'ils ont fait avec Gordon Willis, c'est totalement stupéfiant. C'est magnifique. Et puis aussi cette patine du temps en fait, c'est-à-dire ce côté un peu jaunissant, un peu cuivré en fait, qui déplace en fait, qui décale le look du film par rapport au présent du spectateur, je pense.
Et Pierre Pacino ne convainc absolument pas, quoi. Donc il y a un remplaçant potentiel qui est en permanence sur le plateau pour Coppola et Pacino est sur un fauteuil éjectable. Enfin, pour le Paramount, il va pas rester jusqu'au bout, quoi. Et pour le grand malheur de Coppola, un de ses remplaçants potentiels, c'est son idole, en fait, de toujours. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Elia Kazan, à qui on a fait promettre qu'il reprendrait le film si vraiment on jugeait que ce petit jeune ne vaut rien. Donc ça doit être assez bizarre que le type qui t'a d'une certaine façon envie de donner du cinéma soit celui qui risque de te dégager si jamais tu rates ton coup. De toute façon, il a toujours dit que ça avait été un des pires tournages de sa vie et de son existence, quoi. Donc Pacino est donc sur la sellette jusqu'à une scène de meurtre clé. Et où là en fait parce que Pacino a un jeu très particulier en fait dans le film, il est tout en intériorité en fait, c'est quelque chose qui fera plus vraiment en fait par la suite, qui va perdre très rapidement et en fait ce côté cette tempête sous un crâne en fait, ce côté bouillonnant en fait du personnage éclate là vraiment au visage et là enfin il finit par s'imposer. Il faut dire que le personnage est comme ça aussi à la base, c'est un personnage qui est en retrait de la famille, qui veut absolument pas justement être dans les affaires de la famille, qui veut se marier de son côté avec une femme qui n'est pas une italo-américaine non plus, qui est interprétée par Diane Keaton. Et voilà, en fait, il veut vraiment se sortir de là jusqu'à ce que justement on spoil un peu le parrain pour ceux qui l'ont pas vu, désolé, mais jusqu'à ce que son père justement meure et qu'il reprenne les affaires à la fin, quoi. Donc c'est un parcours de personnage très en montée, quoi, en puissance, quoi. Et on parlait de l'inspiration de tout ce que Francis Ford Coppola a mis de lui. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que lui-même s'identifie en partie à Michael Corleone, ce qui est assez intéressant et assez curieux. Et le cast de Diane Keaton, mais aussi son interprétation, a été calqué sur la propre femme en fait de Francis Ford Coppola, qui pour le coup n'est pas italo-américaine, s'est sentie toujours un tout petit peu à part par rapport à cette communauté-là. Et jusque dans le plan final du film, quoi, qui est très impressionnant, qui a fait date, où justement il la laisse en dehors des affaires, et le film se termine vraiment là-dessus, sur la porte qui se ferme et sur son regard à elle et son inquiétude en fait. C'est une dynamique, de toute façon, ce couple-là est une dynamique une des dynamiques principales en fait du film, enfin qui n'en manque pas d'ailleurs, mais qui est très importante, quoi. Il est peut-être bon de noter que sur Le Parrain, malgré tous les bâtons en fait qu'il a dans les roues, etc., Coppola va être quand même assez audacieux sur pas mal de choses, et notamment sur le scénario. On en parlait sur le précédent épisode, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que il essaie de réfléchir à une façon différente d'écrire et de préparer son film. Alors, il y a un scénario qui existe du Parrain, qui va écrire et qui va être utilisé, mais le principal document qu'utilise Coppola en fait sur le tournage, c'est le roman de Mario Puzo, annoté par ses soins, et il a déchiré en fait chaque page du roman annoté, qu'il a collé en fait sur des grandes feuilles A4, qu'il a ensuite classé dans un dossier pour étoffer en fait toutes ces notes et faire tout un système en fait d'annotation, de surlignage en fait du texte, pour se recentrer à chaque fois sur ce qui est important et sur les cibles à ne pas louper sur chaque moment clé du récit et du film. C'est un aller-retour constant entre son travail et celui de Mario Puzo, et il va se faire également aider par Robert Towne un peu. Et c'est sur ce film-là qu'il va d'ailleurs gagner aussi l'Oscar en tant que meilleur scénario, pas en tant que meilleur réalisateur. Mais bon, voilà, le film sort donc à la fin de l'année 71. C'est un énorme succès. Alors il sort d'une façon particulière, qui n'est pas l'habitude dans le Hollywood de cette époque-là. Comme le roman, au moment où le film arrive sur les écrans, le roman est vraiment en train de cartonner, et que quelques années auparavant, donc on a eu L'Exorciste qui a vraiment fait un carton monumental, parce que le roman cartonnait au même moment. La Paramount va décider, chose exceptionnelle, de sortir sur beaucoup de salles, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. À l'époque, les films circulent en fait sur le territoire et mettent pratiquement des années en fait à faire leur business. Et là, ils vont tout sortir d'un coup. Je sais pas combien de copies il y a, mais c'est plus de 400 ou 500. Ce qui peut sembler ridicule aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup. Ce qui fait officiellement du Parrain le premier blockbuster en fait de l'histoire hollywoodienne telle qu'on l'entend aujourd'hui. Puisque cette formule va être retentée ensuite par Universal pour un film qui s'appelle Les Dents de la Mer, 2 ans plus tard. D'accord. Et alors donc gros carton, et surtout en fait un carton aux Oscar du meilleur film, quoi. Donc là ça consacre complètement pour Coppola, qui va partir faire un autre film après qui s'appelle Conversation secrète, mais à qui on demande de faire la suite du Parrain
donc Le Parrain 2, qui sortira 3 ans après, je crois, en 75, et qui a été un énorme challenge en fait pour Coppola, parce que là d'un seul coup il fallait vraiment arriver à se surpasser lui-même, alors que lui-même estimait avoir plus ou moins eu entre guillemets de la chance en fait sur de parvenir à faire le film de cette manière-là en fait. Le premier. Apparemment en fait, en plus lui il est toujours dans cette optique de ce positionnement en tant qu'auteur. Lui il est pas heureux de toute façon de faire une suite. En fait il trouve ça avilissant. Et il y a un autre point d'entrée en fait qui lui est aussi assez personnel dans le film, qui est que depuis longtemps il caresse l'envie de faire un film où il raconterait l'histoire d'un père et de son fils au même âge, avec donc 2 récits parallèles dans le temps. Et en fait il va adapter cette idée-là, cette trouvaille-là, qui n'était pas destinée du tout au Parrain, à la saga du Parrain, avec un mode de fonctionnement narratif qui est assez, qui est sans précédent, quoi, et qui est drôlement culotté, de raconter donc la jeunesse Don Corleone et Begins, quoi, en fait, en gros, et puis la suite de l'aventure de Michael Corleone, qui devient lui pour le coup en plus de plus en plus inhumain en fait. Je crois que Coppola le compare à un zombie en fait à la fin du Parrain 2. Comment tu t'appelles? Réponds, petit. Comment tu t'appelles? Tuo nome. Vito Andolini, natif de Corleone. Corleone. Vito Corleone. Ça va. À la visite. Suivant. Pour resituer juste en fait pour les gens qui nous écoutent, donc le personnage Don Corleone c'est Marlon Brando dans le premier. Il est interprété par Robert De Niro dans le deuxième, dans cette suite, mais qui est en fait une préquelle en fait sur cette partie-là. Et en parallèle donc effectivement il y a la suite des aventures des comment dire de l'histoire en fait de Michael Corleone, qui est interprété par Al Pacino. De Niro qui avait auditionné d'ailleurs pour le rôle de Sonny, et en fait Coppola le trouvait trop intense. Et du coup il s'est dit ah bah tiens, lui par contre il peut prendre la succession, c'est bizarre de dire ça comme ça parce qu'il l'interprète jeune, mais enfin en tout cas il peut rivaliser on va dire avec Brando, quoi. Il y a un cinéaste qu'on ne cite peut-être pas assez par rapport à la saga du Parrain comme influence sur Coppola, c'est Sergei Eisenstein en fait, parce que bon, comme on l'a dit dans un autre podcast, c'était Elia Kazan sa grande idole, parce que il y a tout le côté théâtral chez Kazan qui séduisait Coppola, mais il a aussi vraiment sur la direction d'acteur, qui est un truc très important chez Coppola. Mais il a vraiment découvert en tout cas le propre du cinéma avec les films d'Eisenstein, et cette idée, et en particulier Octobre. Voilà, Octobre, tout à fait. Cette idée qu'en juxtaposant les images, on crée du nouveau sens. Il avait déjà ce test dans Le Parrain avec cette séquence restée célèbre du grand massacre final qui a lieu pendant le baptême de l'enfant de Michael Corleone, qui au passage est la petite Sofia Coppola, le bébé qu'on voit à l'écran. Donc déjà à travers ce montage, il faisait du pur Eisenstein, mais là sur ce que raconte Julien dans le parallèle en fait thématique qui s'inscrit entre les destins des deux père, enfin du père et du fils au même âge. On a aussi un procédé qui rappelle beaucoup les origines en fait du cinéma, qui vont de Griffith à Eisenstein en fait. L'idée de faire naître du sens de choses qui ne devraient pas cohabiter en fait. Et même si je puis me permettre un tout petit aparté, moi je pense que d'ailleurs que le Parrain 2 a fait école vraiment. Coppola, on l'a dit plusieurs fois, est un proche de George Lucas, et je pense que George Lucas n'aurait pas fait les préquels s'il avait pas eu le Parrain 2 en fait auparavant. Ça a été une influence monumentale pour Lucas. Il le cite d'ailleurs dans les préquels. Donc voilà, il y a un truc là qui a été créé en fait vraiment sur le Parrain 2. Drôle que en fait justement c'est un film qui s'est quand même cherché au montage, le Parrain 2, oui, ouais. Et je crois qu'il y avait une version de 5 heures ou quelque chose comme ça. C'était en fait il y avait tellement de rush que son ancien copain Roger Corman, en voyant tous ces rushs débordant de tous les côtés, lui a dit mais c'est horrible de ne pas faire de l'argent avec toutes ces prises. Et donc des années plus tard, Corman en fait a fait remonter tous les rushs des Parrains. Mais par l'entremise de Corman, pour en faire une série télé en fait. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu un problème en fait, cette notion de remonter dans le sens en fait de l'histoire, c'est-à-dire ça s'appelait comme ça de 1901 à 1968, je crois. C'est chronologique en fait. C'est complètement idiot, mais c'était
Voilà, c'était vraiment, Corman n'aurait pas pu, il aurait fait une crise cardiaque s'il avait vu ces rushs disparaître sans que personne ne les exploite. Alors, ceci étant dit, tu as parlé du fait que le film a connu beaucoup de soucis de montage, et ça a été le principal. C'est-à-dire que dans le premier montage, tel qu'il a été présenté, je crois qu'il y avait une preview, je crois me souvenir que c'était sur la côte ouest, mais je suis pas sûr de ça. Et il y a eu, en tout cas, il y a une première preview qui s'est très 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 mal passée du Parrain 2, et dans laquelle il y avait énormément fait d'aller-retour entre l'époque de Michael Corleone et la période en fait de la jeunesse de son père. Et en fait, pendant une période de remontage harassante qui aurait duré un peu moins, je crois, d'une semaine, ils ont travaillé vraiment comme des bourriquets en fait durant cette période-là. Ils ont fait beaucoup de modifications de montage. Pour limiter en fait ces allers-retours entre les époques. Et là, ils ont fait une seconde preview qui a extrêmement bien fonctionné. Le film, un peu comme le premier Parrain, d'ailleurs, enfin, ça n'a pas été un hit tout de suite, ça n'a pas été tout de suite très très bien reçu, mais quand même très rapidement, le film a réussi à s'imposer et rester comme l'une des grandes suites en fait de l'histoire du cinéma. À tel point qu'elle justement, elle a gagné elle aussi l'Oscar du meilleur film en fait, l'année de sa sortie. Donc ce qui est un peu sans précédent dans l'histoire du cinéma, quoi. Et il est bon de noter aussi avec les années le vrai culte, pour le coup, j'emploie rarement ce terme dont ces films bénéficient, puisque le site IMDb, qui recoupe la plus grosse base de données du cinéma et sur lesquels les gens votent énormément, pendant très longtemps, Parrain 1 et 2 étaient tout en haut de la liste des films les mieux notés de tous les temps. Donc c'est même si en France on a un vrai respect pour ces films-là, et c'était loin d'être le cas à leur sortie, parce que le premier Parrain a été accueilli comme une vraie production Yankee en 74, comme on accueille des blockbusters aujourd'hui en France. On s'est beaucoup rattrapé là-dessus, mais aux États-Unis, on a dépassé le cadre du classique depuis longtemps. Enfin, je veux dire, ça fait partie des films à préserver, quoi. Il y a peu de films qui ont été autant cités, parodiés, et puis il a redonné naissance vraiment à ce film de gangster. Enfin, on le disait tout à l'heure, c'était un genre qui avait disparu, et il l'a revigoré et puis lui a redonné de nouvelles perspectives, quoi. Avec des films qui sont associé à ça, comme par exemple le Scarface de Brian De Palma ou ce genre de choses, en fait, juste parce que t'as le même acteur, t'as le même comment dire, voilà. Le truc, toujours est-il que en fait Francis Ford Coppola n'a pas voulu faire, il y a un Parrain 3, et Francis Ford Coppola ne voulait pas le faire en fait pendant des années. Il n'a vraiment pas voulu se lancer dans le projet, à tel point d'ailleurs que la Paramount à la fin des années 70, début des années 80 a essayé de le lancer sans lui. Parfois avec Mario Puzo, parfois même avec Sylvester Stallone qui venait de cartonner avec Rocky et qui devait le faire. Il y avait une histoire avec Travolta, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des années 80. Même au début des années 80, puisque Robert Evans, qui est donc producteur des Parrains et qui avait été le grand producteur de la Paramount au début des années 70, il était en perte de vitesse sévère, et lui voulait se refaire avec un Parrain. Mais voyant que Coppola ne lâchait pas le truc, en gros, il a tenté de séduire Coppola avec la formule musicale, parce que Coppola à l'époque faisait coup de cœur, il était à fond dans ces univers-là, en lui proposant le film Cotton Club, qui était en fait un faux Parrain 3. C'était littéralement, Evans l'a vendu Cotton Club comme le Parrain avec des chansons. Bon, le film n'a pas été un succès, il n'a pas été non plus extrêmement respecté, mais c'est un simili Parrain quand même qui est sorti à cette époque-là, bien avant que le Parrain 3. Ce n'est que ça ne raconte pas du tout la même histoire. Bien sûr. Voilà, et que l'idée, donc, c'est que Coppola revienne sur et termine la saga Corleone, en fait, avec, notamment le déclin absolu du personnage de Michael. Et c'est un film qui est finalement, malgré tout, déjà, c'était un peu le film de la dernière chance à l'époque pour Coppola, puisque il était endetté avec Zoé Trope, on en parlera dans l'épisode qui sera consacré, mais aussi parce que d'un seul coup, beaucoup d'acteurs, enfin la plupart des acteurs ne voulaient pas être dans le film. Il y avait une opportunité pour créer un nouveau personnage qui était interprété par Andy Garcia, qui n'a pas totalement pris, parce que l'idée c'était éventuellement de continuer cette saga-là avec avec ces personnages-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense du Parrain 3 ? Moi, je sais que je suis assez. C'est le moins aimé, hein. Ouais. Mais en même temps, il est intéressant parce que l'état d'esprit dans lequel Coppola le fait, c'est un état d'esprit d'échec en fait dans sa vie, et c'est un film
c'est un film aussi sur l'échec, de la perte en fait. Il continue à parler de lui. Hein. Il continue à parler de lui et il continue à parler aussi. On n'a pas insisté là-dessus de l'industrie dont il fait partie, parce que les parrains sont aussi des films qui parlent d'Hollywood et de la façon avec lesquelles les contrats et les pressions se font quoi. Le personnage de Michael Corleone, on peut presque le voir comme un jeune réalisateur qui souhaitait faire des films d'auteur et qu'on traîne pour aller faire du blockbuster. Enfin, c'est vraiment son histoire, c'est ça, c'est comment se trahir soi-même sous la pression de cette grande famille du cinéma. Sans parler bien sûr du fait que, comme c'était le cas sur Cotton Club, il y a parfois la présence de la mafia est encore plus proche qu'on ne le voudrait. Elle n'est pas que thématique, elle est aussi parfois dans les financements obscurs de certains films. Mais donc, il l'a dit, en tout cas que Le Parrain 3 était un film qui parlait en partie de son rapport avec Hollywood. Il y a aussi, alors parmi les choses qui ont été reprochées au film, c'est le fait qu'il mette sa fille dans le film, en fait, Sofia Coppola, qui est une actrice qui a d'ailleurs en fait qui est devenue réalisatrice depuis, mais qui n'a jamais vraiment percé en tant qu'actrice, parce que beaucoup de personnes lui ont reproché justement de pas être super à l'aise devant la caméra. En même temps, il avait casté des gens complètement qui partaient dans tous les sens. Enfin, on a entendu parler à l'époque de Madonna, on a entendu parler de Julia Roberts. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc, à la limite, Sofia Coppola, on peut croire qu'elle est vraiment la fille d'Al Pacino. Oui, non mais c'est-à-dire qu'en fait même la problématique de ce film, c'est qu'il y a aussi par exemple le personnage de Robert Duvall qui ne revient pas alors qu'il était encore vivant, qu'il était encore là, parce que justement Robert Duvall ne voulait pas faire le film pour des raisons, je crois. Et ça a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs à Coppola, il l'a beaucoup regretté. Voilà. Et effectivement, et alors c'est un film qui traite aussi en gros du rapport entre la mafia et le Vatican. Ce qui est quand même assez étonnant à l'époque. Tous les parents ont pris des risques par rapport à ce qu'ils révèlent des coulisses du monde, hein, puisque déjà à l'époque où sort le deuxième, les gens, la grande majorité des Américains n'ont pas vraiment conscience du rôle très particulier que la mafia a joué dans la société américaine vis-à-vis de Cuba et vis-à-vis de l'assassinat d'un futur président. Donc le film est quand même alors bien sûr c'était les années 70, on était dans la grande vague des polars paranoïaques et tout ça, on pouvait se permettre des choses, mais il fallait oser le dire. Et pour ce qui est des liens entre le Vatican et la mafia, il a mis les pieds dans le plat, mais bon, après dans Le Parrain 3, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est peut-être fait de façon un peu trop littérale, quoi, mais il y a tout le côté opératique, en fait, notamment du final, qui émane, en fait, des propres souvenirs, en fait, de l'opéra de Coppola, en fait, et je trouve que ça se sent, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans la scénographie et tout, de temps en temps, où il y a à nouveau un souffle et une façon qui lui est très particulière de retrouver quelque chose d'épique dans le drame intime, en fait, de ces personnages, et qui fonctionne plutôt bien. Alors je veux pas en dire plus pour pas révéler des rebondissements importants, en fait. Surtout que c'est le film le moins connu des trois. Voilà, exactement, mais il faut voir, hein, ça, je veux dire, il donne malgré tout un sentiment de finalité, en fait, sur le sort de certains personnages, mais voilà, ça, il y a encore des choses comme ça qui émanent et qui montrent que ça reste quand même une saga qui est très intime, en fait, et qui lui est très personnelle, en fait, à Coppola. Continuez, mon fils. J'ai tué. J'ai ordonné la mort de mon frère. Il m'avait fait du mal. J'ai tué le fils de ma mère. J'ai tué le fils de mon père. Et voilà, c'est terminé pour cette seconde partie de Flashback Loves Coppola sur la carrière de Francis Ford Coppola. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur la confection absolument incroyable d'Apocalypse Now, le grand film de guerre que Coppola fera à la fin des années 70 et qui gagnera la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1979.